Le crépuscule baignait Ouagadougou d'une lumière rougeoyante alors qu'Ibrahim Traoré s'apprêtait à assister à un dîner officiel organisé en son honneur. Depuis plusieurs mois, son nom résonnait comme un symbole de résistance dans toute l'Afrique, mais aussi comme une menace dans les couloirs obscurs du pouvoir mondial. Des regards invisibles suivaient chacun de ses pas, et s'il s'en méfiait, il savait aussi que certaines invitations étaient impossibles à refuser sans éveiller plus de soupçons encore. Ce soir-là, il devait rencontrer plusieurs diplomates étrangers ainsi que quelques figures influentes du pays. Le lieu choisi était un palais discret en périphérie de la ville, sous haute surveillance. Ibrahim arriva vêtu sobrement, fidèle à lui-même, escorté par ses gardes rapprochés, mais intérieurement sur ses gardes. Quelque chose dans l'air semblait différent, presque trop silencieux. À l'intérieur, les convives riaient doucement, échangeant des politesses. Les serveurs, impeccables, circulaient entre les tables en déposant des plats élégamment présentés. Ibrahim prit place à la table principale, entouré de visages souriants mais dont certains masquaient mal une nervosité palpable. Le dîner débuta dans une atmosphère faussement détendue. Les conversations abordaient les relations économiques, les enjeux sécuritaires, la coopération régionale. Mais à mesure que les plats s'enchaînaient, une fatigue étrange envahit Ibrahim, inhabituelle, lourde, bien au-delà de la simple lassitude. Il fit signe discrètement à Karim, son chef de sécurité, assis non loin. Le regard que ce dernier lui lança confirma ses soupçons. Quelque chose n'allait pas. Une étrange chaleur montait en lui, ses membres s'alourdissaient, sa vision se brouillait par instants. Sous la table, sans alerter les autres, Ibrahim appuya sur un petit bouton dissimulé sous sa veste, le signal d'urgence. Quelques minutes plus tard, prétextant un malaise dû à la chaleur, il se leva pour quitter la salle. Les visages autour de lui affichèrent une inquiétude feinte, mais dans certains regards, il crut lire une lueur furtive de satisfaction malsaine. Dehors, à l'air libre, il inspira profondément. Karim et 2 autres soldats l'entourèrent immédiatement. Le chef de la garde tendit discrètement un échantillon du vin servi à leur expert médical embarqué dans un véhicule de service stationné non loin. Les analyses ne prirent que quelques minutes. Le verdict tomba. Le vin contenait une substance hautement toxique, lente mais mortelle sinon traitée rapidement. Le poison était conçu pour agir discrètement, pour affaiblir progressivement, faire passer l'empoisonnement pour une maladie naturelle. Ibrahim s'assit lourdement dans la voiture blindée qui démarra en trombe. Tandis qu'on lui administrait un premier traitement d'urgence, son esprit bouillonnait. Qui avait tenté de l'empoisonner? Était-ce un message? Une mise en garde? Ou l'ouverture d'une guerre secrète bien plus vaste qu'il ne l'imaginait? Dans l'ombre de cette nuit silencieuse, Ibrahim Traoré venait de comprendre qu'il n'était pas seulement un chef d'État contesté. Il était devenu une cible. La voiture filait dans les rues sombres de la capitale pendant qu'Ibrahim Traoré, malgré la douleur sourde qui étreignait son ventre, gardait son esprit concentré. Chaque seconde comptait. Il savait que dans l'ombre, ceux qui avaient planifié son empoisonnement célébraient peut-être déjà sa chute annoncée. Mais ils avaient commis une erreur. Ibrahim n'était pas un homme ordinaire, et cette tentative n'allait pas simplement l'effrayer. Elle allait déclencher sa contre-offensive. Arrivé à la résidence sécurisée, un cercle restreint de fidèles l'attendait. Parmi eux, des médecins militaires, des experts en sécurité, et ses plus proches collaborateurs. Dès que la porte blindée se referma derrière lui, Ibrahim prit la parole d'une voix ferme, malgré la faiblesse qui menaçait de le terrasser. « Ce soir, dit-il en fixant chacun de ses hommes, ils ont franchi la dernière limite. Il est temps d'arracher le masque de nos ennemis. » Sans perdre une minute, Karim déploya un plan d'urgence préparé depuis des mois, au cas où un complot de cette ampleur serait découvert. Chaque serveur du dîner, chaque invité, chaque membre de l'équipe de sécurité présente au palais allait être discrètement interrogé, surveillé, leur communication scrutée, leurs mouvements retracés. La nuit entière fut consacrée à remonter les fils invisibles du piège. Très vite, des incohérences apparurent. Certains serveurs engagés pour la soirée n'étaient pas des employés habituels du lieu. Un traiteur avait été changé au dernier moment, recommandé par une autorité extérieure. Pire encore, des enregistrements audio captés secrètement par les agents de Traoré révélèrent des discussions codées entre 2 invités étrangers, évoquant une solution rapide à un problème devenu ingérable. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, un tableau glaçant se dessinait. Ce n'était pas un acte isolé. C'était une opération orchestrée, planifiée depuis des semaines,
impliquant des acteurs extérieurs et certains hauts fonctionnaires burkinabés prêts à trahir leur propre pays pour un peu de pouvoir et d'argent. À l'aube, les premiers suspects furent arrêtés discrètement. Des ministres, des officiers supérieurs, des conseillers influents. La plupart tombèrent des nues lorsqu'on les confronta aux preuves irréfutables. D'autres tentèrent encore de nier, mais face aux aveux extorqués à ceux moins endurcis, leur culpabilité éclata au grand jour. Pendant ce temps, Ibrahim, placé sous surveillance médicale stricte, luttait contre les effets résiduels du poison. Sa force physique diminuait, mais sa détermination, elle, atteignait des sommets inégalés. Chaque respiration difficile renforçait en lui la certitude que l'ennemi n'était pas seulement extérieur. Il était aussi intérieur, dans son propre entourage, dans son propre gouvernement. 2 jours après la tentative, Ibrahim convoqua une réunion secrète avec ses alliés les plus fidèles. Dans une pièce close, sans téléphone, sans micro, il exposa son plan. « Nous ne répondrons pas par la peur, dit-il d'une voix rauque mais vibrante, mais par la lumière. Ils ont tenté de m'éliminer discrètement. Nous allons les exposer au grand jour. » La stratégie était simple et brutale. Utiliser la vérité comme arme. Un grand discours national allait être prononcé. Ibrahim allait révéler au peuple lui-même l'ampleur du complot, preuve à l'appui. Il allait montrer les visages des traîtres, exposer les réseaux cachés, révéler au monde entier comment certains préféraient vendre leur pays pour quelques miettes de pouvoir. Mais il savait aussi qu'en agissant ainsi, il déclarait une guerre ouverte à des forces bien plus grandes que lui. Le chemin qu'il choisissait était périlleux. Pourtant, il n'hésita pas. À la fin de la réunion, alors que chacun reprenait ses postes, Ibrahim resta seul un instant, regardant par la fenêtre la ville endormie sous un ciel lourd de menaces. Il savait que le plus dur était encore à venir. Le jour fatidique arriva. Toute la capitale semblait retenir son souffle. Une étrange tension flottait dans l'air, palpable jusque dans les rues animées d'Ouagadougou. Les autorités avaient discrètement renforcé la sécurité autour du palais présidentiel sans dévoiler au public ce qui se préparait. Mais les rumeurs couraient. Ibrahim Traoré allait prendre la parole. Certains disaient qu'il allait annoncer sa démission, d'autres, plus informés, parlaient d'une révélation d'une importance capitale. À l'intérieur du palais, Ibrahim Traoré se tenait droit, revêtu de son uniforme, malgré la fatigue qui pesait encore sur ses épaules. Son regard, cependant, brillait d'une lumière froide, déterminée. Il avait survécu au poison, à la trahison, à l'ombre de la mort. Et aujourd'hui, il allait frapper fort. Dans les coulisses, son équipe avait préparé des documents irréfutables, des extraits audio, des témoignages, tout ce qu'il fallait pour prouver l'existence du complot contre lui. Ibrahim avait pris une décision risquée. Il n'allait pas seulement dénoncer les traîtres locaux, il allait aussi exposer les puissances étrangères qui, dans l'ombre, avaient tiré les ficelles de cette tentative d'assassinat. Lorsque l'horloge sonna l'heure annoncée, les caméras s'allumèrent. La nation tout entière, et bien au-delà, l'Afrique entière, les chancelleries du monde, tous étaient à l'écoute. Ibrahim Traoré s'avança lentement vers le pupitre, le silence étant si épais qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. D'une voix ferme, il commença. « Peuple du Burkina Faso, frères et sœurs d'Afrique, aujourd'hui je viens devant vous non pas en tant que chef, mais en tant que fils de ce continent, en tant que soldat de la vérité. » Il raconta sans détour la tentative d'empoisonnement, les détails glaçants de la conspiration, la traîtrise de certains membres de son gouvernement, et surtout, il révéla les implications d'intérêts étrangers qui, n'acceptant pas de perdre leur contrôle sur le destin du Burkina Faso, avaient décidé de l'éliminer physiquement. Sur les écrans, des visages apparurent, ceux des traîtres arrêtés. Puis vinrent les documents, les enregistrements audio où des diplomates parlaient à demi-mot d'une solution finale pour écarter le capitaine devenu gênant. La salle de presse, d'abord figée, fut bientôt secouée de murmures d'incrédulité, puis de colère. Mais Ibrahim n'en avait pas fini. Il lança un message clair aux conspirateurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Vous avez tenté de nous diviser, de nous affaiblir, de nous éliminer dans l'ombre. Mais aujourd'hui, nous combattons dans la lumière. Aujourd'hui, nous affirmons que notre dignité n'est pas à vendre. Aujourd'hui, le Burkina Faso choisit sa propre voie, au prix du sang s'il le faut, mais libre. À l'extérieur, des foules commencèrent à se rassembler spontanément. Des cris de soutien, des chants patriotiques montaient dans les rues. Ce n'était plus seulement une déclaration politique, c'était devenu un cri de ralliement national. Dans les heures qui suivirent, les réactions internationales fusèrent. Certains gouvernements dénoncèrent une opération de désinformation,
d'autres prirent acte avec embarras, appelant au calme. Mais dans les cœurs burkinabés, un feu nouveau s'était allumé, celui de la résistance consciente, celle qui naît non seulement de la colère, mais de la connaissance claire de l'ennemi. Ibrahim, affaibli mais debout, savait que les prochains jours seraient cruciaux. Il savait que d'autres tentatives viendraient, d'autres pièges seraient tendus. Mais il avait frappé le premier coup décisif. Il avait ôté le masque des puissances tapies dans l'ombre, il avait donné un visage à l'ennemi invisible. Tard dans la nuit, seul dans son bureau, il regarda la ville illuminée. Il songea à ses camarades tombés, au sacrifice à venir, à l'incertitude du chemin emprunté. Mais au fond de lui, une certitude brûlait comme un brasier, la liberté avait un prix. Et lui, Ibrahim Traoré, était prêt à le payer.